Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mordu de jeu. Aujourd'hui on attaque un bon gros bébé. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un let's play narratif qui est sorti sur notre chaîne il y a quelques jours de cela. Foncez le voir, sinon vous attendez la fin de l'épisode et vous allez le voir après, comme ça vous saurez de quoi on parle. Donc pour ceux qui sont avec moi et qui sont motivés, on va parler de Dead of Winter. Alors ce jeu est prévu pour 2 à 5 joueurs. Il a été créé par Isaac Vega, John Gilmour et édité par Philosophia en 2014. Oui, c'est vieux, ça fait déjà 10 piges. Par contre, on ne sait pas si vous pouvez toujours vous le procurer, mais il y a toujours moyen de moyenner à mon avis. Mais si vous aimez les jeux de stratégie survie avec des zombies, franchement, foncez le voir. On sait par contre qu'il y a 2 extensions. Il y a une boîte de jeu, La Nuit la plus longue et Guerre des colonies. Ça, on va pas en parler cette fois, mais foncez aussi dessus. Par contre, ce jeu va demander un minimum d'investissement de votre part, parce que oui, ce jeu est quand même relativement complexe. On vous parle pas de gagner, mais ne serait-ce que d'arriver au bout d'une partie, ça va déjà relever un sacré défi, sachant tous les événements, mais on va y revenir. Par contre, on a constaté qu'il était 14 ans et plus, et oui, après y avoir joué, on confirme que oui, vu des stratégies et des décisions à prendre, on ne conseille pas à moins. C'est pas fait pour les trop jeunes. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce jeu? Eh ben, on va voir tout ça, mais spoiler, beaucoup de choses. Alors ce jeu se compose de plein, mais alors vraiment de plein de choses. Mais pas de panique, tout a sa petite place et c'est quand même assez simple de savoir qu'est-ce qui va où et qu'est-ce qui fait quoi dans ce jeu. Premièrement, on a le plateau. Yes, magnifique plateau. Il y a plein de trucs dessus, Notamment la colonie pour les survivants, le compteur de manches, le compteur de morale, l'objectif commun à tout le groupe de survivants. Il y a aussi la décharge pour les cartes utilisées, mais il y a aussi l'emplacement des cartes crise et surtout l'emplacement des cartes qui servent à résoudre la dite crise. Dans la colonie, on trouve également les emplacements où les joueurs vont pouvoir poser leurs personnages quand ils sont dans la colonie, mais aussi les différents points d'entrée sur lesquels les zombies vont commencer à venir s'entasser. Avec ça, il y a également 6 lieux différents. Chacun de ces lieux possède un petit tas de 20 cartes objets que les joueurs vont pouvoir fouiller et récupérer. La nature de ces objets diffère en fonction des lieux. Par exemple, c'est plus facile de trouver des armes au poste de police et c'est plus facile de trouver de la nourriture au supermarché. Et ouais, il y a quand même une petite logique là-dedans. Chacun de ces lieux possède également les emplacements pour que les joueurs viennent poser les pions de leur personnage, mais également les emplacements pour les zombies qui vont petit à petit venir envahir le lieu. Voici les objectifs communs. Il y a 10 objectifs différents au total et en fonction de celui que vous allez choisir, ça va pas mal rythmer votre partie. Ça peut aller de tuer un certain nombre de zombies dans différents lieux, survivre à tant de manches ou collecter du carburant ou de la nourriture par exemple. Ces cartes objectifs communs vont vous donner une situation de départ, donc placer les zombies à différents lieux, ça va être le compteur de manches, ainsi que le compteur de morale des survivants. Il y a aussi son copain qui est simplement le verso, c'est la version stéroïdée de celle-ci. Autrement dit, préparez votre rectum parce que celui-là il fait mal. Après nos objectifs communs, on va avoir les objectifs personnels. Chaque joueur devra piocher une carte parmi les 24 au début de la partie. Il se peut qu'un joueur se fasse exclure de la colonie suite à un vote des autres joueurs pour différents motifs. Ça, peu m'importe, vous faites comme vous voulez. Celui-ci va devoir donc défausser sa carte objectif personnel et piocher une carte objectif personnel exilée parmi les 10. Et continuer sa partie en solo. Poussons le bouchon un petit peu plus loin, Maurice, parce que oui, il peut y avoir des traîtres durant la partie. Eux, leur but, c'est pas compliqué. Traîtres, bon, du coup, ils vont faire en sorte de vous mettre dans la sauce, ou simplement faire en sorte que vous ne surviviez pas. Oh, triste pour des survivants, quand même. Pour avoir des traîtres dans votre partie, c'est pas compliqué, il y a 10 cartes traîtres. Vous en prenez une partie que vous allez glisser parmi les cartes objectifs. Et à ce moment-là, du coup, personne ne saura qui est qui. Du coup, vous le saurez au moment où vous tirez la carte. Voilà, tout simplement. Mais vous seul. Donc avant de commencer la partie, il y a encore 2-3 petites choses à voir, notamment qui va jouer quel personnage. Et pour ce faire, c'est très simple, vous allez prendre les 30
cartes personnages, vous allez les mélanger et vous allez en distribuer 4 à chaque joueur. Chaque joueur va devoir en choisir 2 qu'il va jouer dès le départ et 2 qu'il va remettre dans la pile. Une fois que ça c'est fait, il va prendre ses cartes personnages et les placer sur son plateau joueur, qui va également lui rappeler les récapitulatifs d'un tour, mais ça on y viendra juste après. Mais surtout, il va prendre le personnage cartonné qui va avec et son petit socle pour pouvoir jouer dans les lieux et la colonie. Ensuite de ça, il reste les dés d'action. Il y en a 30 en tout, mais chaque joueur aura exactement un dé plus le nombre de cartes personnages qu'il a. Donc vu qu'on commence avec 2 cartes personnages, on commence donc le jeu avec 3 dés d'action par joueur. Juste avant de commencer la partie, il faut encore qu'on parle des 25 cartes objets de départ. Et ouais, parce que vous n'allez pas partir à la survie dans la neige avec des zombies tout nus comme ça, tout seul. Et non. Donc ces 25 cartes, vous allez les mélanger et en distribuer 5 à chaque joueur. Yes, ça fera la main de départ. Oui, vous suivez, c'est bien, c'est quand même bien fait. Yes. On aura fait le tour, mais il manque un élément. Et cet élément, c'est le jeton premier joueur. Ça signifie juste que c'est vous qui commencez la manche en cours. Une fois que cette manche est terminée, vous le passez à votre collègue de droite pour que ce soit lui qui commence la prochaine manche. Ouais, des fois c'est simple aussi. On va enfin pouvoir lancer la partie, mais... Attendez, il reste 2-3 petites choses et après je vous jure, on vous fout la paix, vous allez pouvoir faire votre partie, je vous jure, il reste vraiment rien. On va d'abord s'intéresser aux 80 cartes. Combien ? 80 cartes croisées des chemins, celles-ci. Vous allez les mélanger et les mettre à disposition de tous les joueurs. Quand un joueur sera en train de faire son tour de jeu, le joueur qui est à sa droite va devoir en piocher une et regarder les conditions d'activation de cette carte. Ça peut être jouer un certain personnage, effectuer une certaine action. Ça, c'est noté dessus, vous avez juste à suivre le truc. Voilà, ça peut amener des événements, des rencontres positives comme négatives, un petit peu de sel et de piment dans votre survie parce que des fois, on s'ennuie un peu, n'est-ce pas, hein? Ouais, voilà, on n'a pas besoin. Mais c'est quand même là à tous les tours de tous les joueurs et ça peut amener un peu de fun dans vos péripéties. Voilà. Fun. Notez bien que certaines cartes abordent des thèmes matures et adultes. Ces cartes-là ont ce petit pictogramme ici, en bas. Donc en fonction de l'âge des joueurs, avec qui vous jouez, de la sensibilité de tout à chacun, avant de commencer la partie, vous prenez les cartes qui ont ce picto et vous les enlevez de ce tas de cartes. Et comme ça, tout le monde passera une bonne et agréable partie. Bon, premier, on est bientôt au bout, ça va bien se passer. Mais d'abord, vous allez prendre vos 20 cartes crise. Ouais, parce qu'on n'était pas déjà dans la merde. Non, on aime bien mettre du sel sur la plaie purulente, évidemment. On aime souffrir. Bon, vous prenez donc ces 20 cartes et vous les mélangez. Vous allez donc ensuite les placer sur l'emplacement prévu à cet effet. Placer emplacement, c'est pratique, qui est sur le plateau au niveau de la colonie. Au début de chaque manche, vous retournez une carte. Vous regardez ce que c'est. En général, ça peut être du carburant supplémentaire, de la nourriture, des différentes choses que vous allez devoir régler durant la manche en cours. Et le risque, c'est que vous perdiez du moral. Mais le moral, autant de vos survivants, ce qui est quand même problématique, mais surtout le vôtre, parce que c'est très dur au bout d'un moment. Mais en plus, ce qui risque de se passer, c'est que si votre morale tombe à 0, c'est game over, donc be careful. Of course it is. Alors oui, on est vraiment bientôt au bout, promis, juste un peu de patience, mais pour ça, il va falloir quand même prendre les jetons, et il y a différents jetons, comme 25 jetons blessures, les 20 jetons barricades, les 20 jetons bruit, les 20 jetons nourriture, et les 6 jetons famine. Va te calmer, Oui, pardon. Ouais. Bon, après, on a encore 2-3 petits éléments, mais on va pas trop vous assommer non plus. À partir de là, vous allez pouvoir prendre les jetons cartonnés des zombies afin de les placer en fonction des directives de votre objectif commun. Et, ne pas oublier le dé de risque. Oui, encore celui-là, pardon, on peut pas penser à tout. Voilà, mais bon. Maintenant, comment qu'on y joue à ce jeu ? Ok, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va juste faire un récap de la mise en place, même si on l'a déjà bien dégrossi dans les éléments de jeu, mais au moins comme ça on part tous du même pied. Alors déjà, le plateau colonie au centre de la table, chaque joueur prend lui un plateau joueur, comme ça il pourra mettre ses petites affaires dessus. Ensuite, on choisit ou on pioche à choix un objectif commun. Ensuite, concernant les objectifs personnels, vous en prenez 2 par joueur, plus une carte traître si vous voulez jouer avec des traîtres. Vous mélangez tout ça et vous en distribuez une à chaque joueur. On vous rappelle, les objectifs personnels doivent rester secrets.
Avec ça, vous prenez les cartes crises que vous mettez sur le plateau. N'oubliez pas de mettre à portée de tout le monde les cartes objectifs exilés et les cartes croisées des chemins. Important. Une fois que ça c'est fait, vous prenez les cartes objets de départ, vous en donnez 5 à tout le monde. Histoire de pas partir à l'aventure tout nu. Et non. Et ensuite, on fait la même chose pour les personnages. Yes, on mélange, on en donne 4 à chacun. Faut en garder 2. 2 repartent dans la pile. Et à partir de là, sur votre tableau de joueurs, il y en a un pour le chef de groupe, pour le leader, et l'autre, ils sont pour les gars du groupe. Voilà, donc vous choisissez un leader parmi les 2 personnages que vous avez. Et ensuite, avant de pouvoir enfin commencer la première manche, il ne reste plus qu'à donner le jeton premier joueur. Et ça, c'est très simple, il va directement à la personne qui est le leader avec le plus d'influence. L'influence, c'est cette valeur ici. Bon, avant d'attaquer une manche, on va quand même essayer de décortiquer un petit peu les cartes personnages. En l'occurrence, là, on va prendre Ashley Ross. Bonjour madame, c'est une ouvrière en bâtiment. Elle a le chiffre en haut à droite, ou le nombre en fonction, et qui est son influence. On l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de définir si ce sera le premier joueur ou non. Mais ça va définir aussi une autre chose que vous verrez certainement plus tard. Vous allez pleurer. Ensuite, nous avons 2 autres valeurs accompagnées d'un petit pictogramme qui sont un impact et une loupe. L'impact est simplement sa valeur de combat. On voit qu'il y a un petit 2. Avec nos dés d'action, pour avoir droit au combat avec elle, il va falloir avoir 2 ou plus pour battre un zombie ou un autre joueur. Pour la fouille, en l'occurrence, on voit qu'elle a un 5. Ça veut dire qu'elle pourra utiliser que des dés de 5 ou 6 pour pouvoir fouiller un lieu. Nous avons un dernier petit truc à voir, c'est sa compétence. Il y a certaines compétences sur certains personnages. Passif, actif ou actif demandant un dé avec une certaine valeur. Et parfois, ce sera dans certains lieux qui pourront être utilisés. Du coup, avec la compétence d'Ashley, ce qu'on constate, c'est que n'importe où, et gratuitement, donc sans utilisation de dés d'action, on peut poser une barricade. Attention, c'est une fois par manche et uniquement sur le lieu où elle se trouve. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce personnage et dites-vous qu'il y en a quelques-uns d'autres, on verra bien ça. Il se peut qu'un survivant soit blessé. Bon dans ce cas-là déjà, il prend un marqueur blessure, les petits copains ici. À 3 marqueurs, le survivant est mort. Caput finito. Bon, mais il y a une deuxième sorte de marqueurs, ce sont les engelures. Quand un personnage subit une engelure, déjà ça compte dans le total de blessures qu'il prend, mais surtout ces engelures, au début de chaque manche, va lui rajouter une blessure à ce personnage. Donc c'est important de les soigner rapidement. Maintenant on est quand même bien dedans, donc on va vous expliquer le reste des règles en prenant comme exemple un tour de table, histoire que ce soit plus simple pour vous à suivre. Commençons donc avec une manche. Une manche, elle est coupée en 2 phases bien distinctes, c'est la phase des joueurs et la phase de la colonie. On commence toujours par celle des joueurs. Et celle des joueurs, c'est 3 petits points à suivre en ordre. Et c'est très simple, vous allez voir. Premièrement, c'est révéler la nouvelle crise, ou la crise pour la première manche. Vous retournez simplement celle du paquet crise, et pam, un challenge pour la manche en cours. Et il va falloir l'endiguer, la crise, sans déconner, vraiment. Parce que si vous ne le faites pas, à la fin de la manche, vous allez prendre un malus ou perdre du moral. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Chaque manche, une nouvelle crise, et du coup, profitez de la manche pour la résoudre. Oui. Ensuite, tous les joueurs vont prendre leurs dés d'action, vont les lancer pour générer des résultats. Ces résultats seront directement à placer sur votre plateau joueur dans la petite case, ici, les dés qui ne sont pas utilisés. Yes. C'est ces dés-là qui vous serviront à faire des actions durant votre tour, comme le combat ou la fouille, par exemple. Mais notez bien que ces dés-là, ils sont pas liés à un survivant. Donc si par exemple vous avez 3 dés et qu'un survivant les utilise les 3 sur une manche, c'est complètement ok, il n'y a pas de problème. Donc maintenant que tout le monde est prêt, qu'à ses valeurs de dés et que tout est bon, ça va être aux joueurs de jouer. Bien, maintenant qu'on attaque la première manche, ça va être le tour du premier joueur aussi, et oui, celui qui a ce jeton-là. Et ouais. Du coup, le joueur qui se trouve à sa droite pourra tirer une carte croisée des chemins. Celle-ci. Et effectuer, un événement qui peut aider ou non le joueur. Suspense. Il y a différentes conditions d'activation par rapport à ça. Ça peut simplement être un personnage déjà en jeu, ou un déplacement du joueur, ou simplement si un des personnages est dans un lieu prédéfini. Ne vous en faites pas, les conditions sont toujours inscrites au début des cartes
croiser des chemins. Bon, maintenant, on va pouvoir revenir au tour du joueur. Bon, ne vous en faites pas, on va détailler tout ça un tout petit peu plus tard, parce qu'il y a quand même passablement de choses à faire. Mais, une fois que ce joueur aura fait toutes ses actions possibles, ses déplacements, et ainsi de suite, eh ben, ce sera simplement au tour du joueur suivant qui sera à sa gauche. Et voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin de la manche. Concernant les actions qu'un joueur peut entreprendre, eh ben, quelles sont-elles? Alors, on va les mettre dans deux catégories. La première, c'est celle qui demande des dés d'action, les fameux. Et oui, et la deuxième, c'est celle qu'on ne demande pas. C'est simple. Basique. Donc, on va commencer par vous expliquer celle qui demande un dé d'action, n'est-ce pas? Et la première, c'est attaquer. Ça va utiliser cette compétence-là, c'est votre personnage, et vous allez entendre cette phrase souvent, mais du coup, le dé doit être équivalent ou supérieur à votre valeur de combat. Et ben là, vous pouvez tarter un zombie, le collègue, le voisin, oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais on peut se taper entre nous aussi, ça amène aussi un peu de sel, c'est rigolo. Par contre, n'oubliez pas que, de base, bien sûr, pour s'en prendre à quelqu'un, il faut être sur le même lieu que lui. C'est ce que je dis, c'est basique. C'est simple. La seconde action qu'un joueur peut entreprendre avec ses personnages, c'est de fouiller un lieu hors colonie. Bon, bah déjà, pour ce faire, il faut qu'un de ces personnages soit dans le dit lieu. Hein. Vous ne commencez pas, s'il vous plaît. C'est bien ce que je dis, c'est basique. Non, c'est bon, t'arrêtes. Hein. Donc, maintenant que vous êtes dans un lieu que vous désirez fouiller, bon, bah vous connaissez la chanson. Votre dé doit être équivalent ou supérieur à votre valeur de fouille. Eh ouais, bah oui, sinon ça marche plus. Donc dans ce cas-là, bah, vous utilisez votre dé, super, vous piochez la carte du paquet correspondant au lieu. Ok, là-dedans, il y a plein de choses, des vivres, des objets, de quoi régler les crises, des armes, plein de trucs pratiques pour votre survie. Si la carte que vous piochez ne vous convient pas, ce qui peut arriver bien sûr, ben vous pouvez faire du bruit pour prolonger votre fouille. Alors dans ce cas-là, vous utilisez un jeton bruit ici, et vous le mettez sur l'emplacement bruit du lieu concerné, et vous en piochez une nouvelle, en espérant avoir une meilleure pioche. Vous pouvez faire ainsi de suite du moment qu'il y a encore des marqueurs bruit et des emplacements en bruit. Hein, c'est comme vous voulez, ça après. Voilà. Mais une fois que vous avez ce que vous voulez, eh ben, les cartes en surplus, ben, vous les remettez sous la pile d'objets et vous gardez votre trouvaille. Après, le bruit, on vous expliquera la mécanique un peu plus tard parce que vous pensez bien que faire du dawa autour des zombies, c'est pas forcément sans conséquence. La troisième action que vous pouvez entreprendre avec un de vos personnages, c'est de barricader. Yes, comment qu'on fait ça? Alors déjà là c'est cool parce que ça dépend pas d'une valeur de dé. N'importe quel dé peut servir à poser une barricade. Les barricades c'est des petits jetons comme ça que vous allez mettre sur les lieux d'entrée et d'arrivée des zombies pour prévenir l'arrivée de ces 10 zombies. Et ça c'est pratique. La quatrième action que peut entreprendre un joueur avec un de ses survivants, c'est de nettoyer la décharge. Et ouais, parce que toutes les cartes que vous allez utiliser durant votre partie et tout ce qui va être fait, ça prend de la place et la colonie elle devient dégueulasse et après ça pue et après on n'est pas content. Donc à partir d'un certain seuil de cartes dans la décharge, les survivants vont perdre du moral parce que c'est crado. Donc il faut gérer la décharge de temps en temps. Donc pour ce faire, comme pour une barricade, vous pouvez utiliser n'importe quel dé, non utilisé bien sûr, de n'importe quelle valeur, avec un survivant qui est à la colonie, hein, s'il est en dehors ça marche pas forcément, et ça va lui permettre de retirer 3 cartes définitivement de la décharge et de les évacuer, histoire que la colonie reste à peu près propre. La prochaine action que vous pouvez générer avec un dé, c'est appâter. Donc appâter les zombies vers vous, faire du bruit, sauver les copains, tout ça, des actions un petit peu héroïques, c'est cool. Pour ce faire, c'est de nouveau n'importe quel dé, de n'importe quelle valeur, du moment que c'est un dé non utilisé bien sûr, commencez pas. Et dans ce cas-là, vous prenez 2 zombies d'un lieu et vous l'amenez à votre position. Ça peut aider. Il reste un dernier point concernant les dés. On en a parlé tout à l'heure et c'est certaines compétences de certains survivants. Des fois ça demande un dé, des fois ça demande un dé plus une valeur et ça c'est un petit peu au cas par cas, vous verrez bien sur les fiches survivants. Bon, maintenant que nous avons vu toutes les actions nécessitant des dés, nous allons pouvoir voir les actions ne nécessitant pas de dés. En l'occurrence, jouer des cartes, ouais, parce qu'on peut en jouer autant qu'on veut, c'est quand même fort pratique. Et oui, vous jouez une carte, genre par exemple médicament, vous voulez soigner votre personnage, vous la mettez dans la décharge. Si vous voulez régler la crise, vous mettez ça directement pour résoudre la crise, face cachée, tout ça, mais on y reviendra. Ensuite, vous pouvez simplement défausser directement les cartes événements si elles arrivent. C'est directement retirer du jeu, ciao, bye, et à jamais. Ensuite, il y a les cartes équipement. Celles-ci, vous les équipez sur vos personnages, tout simplement. La prochaine action, ce sera simplement jouer les cartes pour résoudre la crise. Oui, chaque manche, il y a une crise, il va falloir la résoudre. Donc vos cartes, vous les mettez face cachée afin de résoudre celle-ci. Ensuite, à la fin de la manche, celles-ci seront mélangées
comme il faut, et après dévoiler afin de voir si la crise a été résolue ou non. Oui, cela, ça évite, en l'occurrence, de dévoiler si un traître est déjà parmi vous ou non. Bah oui, parce que bon, si c'est directement tiré dans l'ordre, tout le monde sera capté. Alors que si c'est mélangé avant, l'anonymat persiste. Pour la prochaine action, ça va être simplement se déplacer. Et ouais, pour vous déplacer, c'est rien de plus simple, c'est gratuit, mais chacun de vos personnages ne peut se déplacer qu'une seule fois par manche. Par exemple, vous en avez deux, vous en prenez un, vous le déplacez, il ne pourra plus se déplacer jusqu'à la prochaine manche. Vous prenez le deuxième, il peut se déplacer, mais une seule fois aussi, jusqu'à la prochaine manche. Par contre, vous vous déplacez sans utiliser quoi que ce soit, comme par exemple du carburant, vous allez devoir lancer votre dé de risque. Si vous utilisez du carburant ou un événement, ça devrait bien se passer. Nous allons ensuite enchaîner avec le fait d'exiler. Oui, parce qu'on peut toujours voter pour exiler un joueur, si vous pensez que c'est un traître. Et ça, c'est pas compliqué. Les joueurs votent, sauf le joueur qui est concerné, évidemment, faut pas être bête non plus. Et si vous êtes pour l'exilé, pouce en l'air, et si vous êtes contre l'exilé, pouce en bas. Avec tout ça, il y a encore 2-3 points, on va vite les voir. Ça va être par exemple d'utiliser des jetons nourriture afin d'augmenter le résultat de 1 sur un de vos dés non utilisés. Ouais, c'est fort pratique, mais pas tant que ça, parce que autant vous le dire, spoiler alerte, vous le ferez jamais, à moins que vous soyez un traître. Les deux derniers petits points, ça concerne simplement les objets, donc les cartes objets que vous pouvez donner ou solliciter. On va commencer par donner. Donner un objet à un coéquipier, ce sera simplement un objet équipé de votre personnage à un autre personnage se trouvant sur le même lieu, mais celui-ci sera directement équipé sur ce personnage. Vous ne le récupérez pas dans les mains. Ensuite, solliciter. Oui, vous êtes dans la reste, vous avez besoin d'un objet, vous pouvez le demander aux autres joueurs. Une ou plusieurs cartes, en l'occurrence. Ces joueurs pourront vous les donner, mais si vous les recevez, vous devez directement les révéler et les jouer. Par contre, attention, ces cartes ne peuvent pas être utilisées pour résoudre les crises. Bon, on vient de voir pas mal de choses, mais c'est pas encore tout à fait fini. Et ouais, si vous avez bien suivi, là, les joueurs viennent de terminer leur phase à eux. Donc on arrive dans la deuxième phase, qui est la phase de la... Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Vous verrez, c'est très simple, ça se fait en 7 points et ça va très vite. Premier point donc, on va dépenser la nourriture, parce qu'il faut bien nourrir tout ce beau monde. Et ouais, un jeton nourriture va nourrir 2 survivants dans la colonie. Les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas comptabilisés à ce moment-là. Bah oui, il faut être logique. Donc, si vous avez 3 joueurs, c'est arrondi supérieur, donc vous aurez besoin de 2. Donc là, faites attention. Si vous n'arrivez pas à nourrir tout le monde, vous allez mettre un jeton famine dans la réserve de nourriture. Ces jetons-là, ils vont réduire de 1 toutes les manches, le moral de la colonie. Et ça se cumule, et ça part pas, évitez d'en avoir. Le deuxième point, c'est vérifier la décharge. Et oui, parce que par tranche de 10 cartes dans la décharge, on va perdre 1 point de morale, ça va tellement vite. Donc évitez d'en cumuler plus de 10, nettoyer, tout ça, vous connaissez. Le troisième point, ce sera de vérifier la crise. Et ouais, donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous mélangez les cartes, vous les révélez. Si la crise est résolue, tant mieux. Si la crise n'est pas résolue, tant pis. Dans ce cas-là, prenez la crise en cours et appliquez les effets en cas d'échec. Ça peut être la perte de morale, défausser des trucs, perdre des ressources, perdre la partie, je sais pas moi. Quatrième point, c'est simplement ajouter des zombies. Alors des gens s'occupent de la colonie. Vous en ajoutez 1 par tranche de 2 survivants et toujours arrondi supérieur. Pour ce faire, vous appliquez le schéma si présent. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Arrête ça, toi. Une fois que ça c'est fait, on s'occupe des lieux hors colonie. Et là, c'est très simple. Vous en ajoutez 1 par survivant dans chaque lieu. Sauf que, on a potentiellement fait du bruit avant. Donc là, c'est très simple. On va retirer tous les jetons bruit. Et pour chaque jeton bruit qu'on va retirer, on va lancer un dé. Sur un résultat de 1 à 3, sur ce dé, on rajoute un nouveau zombie. Oh, ça n'est pas compliqué du tout. La mort, non. Cinquième point, c'est vérifier l'objectif commun. À ce moment-là, vous le vérifiez. S'il est atteint, on arrête tout, félicitations, vous avez gagné. Sinon, on continue. Et dans ce cas-là, point 6, vous avancez votre jeton manche d'un cran de manche. Yes. Et on va recommencer une nouvelle partie. Mais avant de recommencer, point 7, vous passez le jeton premier joueur au prochain premier joueur. Bon, maintenant on a vu plein de trucs, je sais, c'est gros,
mais on a encore quelques petits détails à voir avec vous qui vont compliquer encore un petit peu la chose vis-à-vis de nos survivants. On a cité le dé de risque tout à l'heure, maintenant on va parler de morsure, d'une petite dent sur un dé de risque, voire d'une propagation, ouais, ça va être sympa. Bien, on va reprendre ça comme il faut. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous attaquez un zombie. Bon, le zombie est mort. Voilà, ça c'est réglé, il n'y a pas de problème. Par contre, vous, sauf si une carte équipement vous dit le contraire, vous devez lancer le dé de risque. Il y a 4 résultats possibles à ce dé. Le vide. Bravo, félicitations, rien ne se passe. Vous avez tué le zombie, vous avez géré, c'est cool. Une blessure, on l'a vu tout à l'heure, c'est une blessure. L'engelure, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'engelure. Chaque tour, vous reprenez une blessure, attention, soignez-vous. Ou alors, ça va être là-dedans. Et dans ces cas-là, ça veut dire que c'est une morsure. Du coup, votre personnage meurt. Voilà. Votre personnage meurt, vous le défaussez, l'équipement, dégage, et puis, vous perdez un point de morale. Ça, c'est fait. Par contre, s'il est tout seul, il n'y a pas de propagation, tout va bien. S'il est avec des copains, vous prenez ce prochain personnage avec l'influence la plus basse. Et lui, il aura 2 options. La première option, c'est il sacrifie son personnage, et du coup, la propagation s'arrête. Mais vous reperdez un point de morale. Et oui, parce qu'il meurt. Quand même, on va rester dans le même truc. La deuxième option, et il lance le dé de risque. Si il fait un résultat vide, il est sauvé, la propagation s'arrête, miracle, merci beaucoup. S'il fait un autre résultat, que ce soit blessure, engelure ou dent, ce personnage meurt, et du coup la propagation continue s'il y a toujours d'autres personnages avec lui. Ouais, c'est le genre de truc qui peut très vite mettre fin à une partie si, généralement, c'est un bon effet boule de neige. Ça fait morale, si vous tombez à 0, fin de partie, tout ça. Ah, et petit détail, lorsque vous vous déplacez sans carburant ou qu'il n'y a pas une carte qui vous dit « faites-le », vous allez devoir lancer le dé de risque. Donc, même chose, si vous vous dirigez vers la colonie et qu'en vous déplaçant, vous faites une morsure, on reprend l'étape de tout à l'heure. C'est-à-dire, votre personnage meurt et on reprend la propagation. Bon, on a vu plein de trucs, mais est-ce qu'on vous a parlé des survivants vulnérables? Bon, en fait, c'est soit qu'ils sont trop vieux, soit trop jeunes, soit malades, soit handicapés, soit juste inutiles. Et généralement, ceux-là, pour la nourriture, par exemple, ils vont compter. Ou pour les zombies à ajouter, ils vont compter aussi. Et pour la propagation, c'est les premiers à mourir. Donc ils vont rendre la chose super bien compliquée, ça va être super. Donc merci à eux. Ah toi Putain, mais depuis le temps qu'on vous cherche pour pomper de la nourriture, ça, y a pas de problème. Mais alors par contre, pour nous aider à affronter les zombies puis à réparer les barricades, là, y a plus personne. Vous faites vraiment chier, les gars. Vraiment, Connard. Connard toi-même. Trouduc. Le petit point qu'on va parler maintenant, toujours aussi joyeux, n'est-ce pas, c'est l'ajout des zombies. Oui, parce que, un zombie va être ajouté à chaque lieu, que ce soit colonie ou lieu hors colonie, tout simplement. Et en l'occurrence, il y aura 3 situations possibles. S'il y a de la place pour le zombie, vous l'ajoutez, merci. Il y a déjà un de plus, c'est déjà pas mal. Si il y a une barricade, vous défaussez cette barricade et vous n'ajoutez pas de zombie, parce qu'en fait, le zombie, il est tellement bête qu'il va s'éclater contre la barricade, fini, terminé. Par contre, s'il y a juste plus de place, qu'il y a trop de zombies et qu'un zombie doit être ajouté, là, c'est le survivant avec le moins d'influence qui va mourir. Voilà. Comme les influenceuses TikTok. Non, ça fait un moment qu'elles sont des zombies, celles-ci. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre un point de morale. Ouais, comme d'habitude. Donc, évitez de rester au même endroit trop longtemps, parce que, du coup, vous allez générer une horde, à moins que vous puissiez la gérer, mais j'en doute. Bon, on a vu plein de règles, plein d'éléments de jeu, plein de trucs. Oui, c'est long, c'est fastidieux, il y a beaucoup d'éléments, mais on a quand même 2-3 trucs à vous proposer, enfin en l'occurrence 5, et ce sont 5 variantes, afin de diversifier le jeu. C'est génial! En l'occurrence, la première variante sera la coopérative. Oui, comme ça, tout le monde est ensemble, aucun traître, et tout le monde va ensemble afin d'accomplir l'objectif commun. La deuxième variante, on va simplement faire plus de traîtres. Voilà. En l'occurrence, au lieu d'avoir un seul objectif personnel, tout le monde en piochera 2, et du coup, ça augmente le nombre de traîtres potentiel. Et la troisième variante sera 2 joueurs. Tout est dans le titre, j'ai pas besoin de vous expliquer, merci. La quatrième variante, ce sera la variante difficile. La
La 5e variante, ça va être simplement la variante... la variante de quoi? Bah la variante d'élimination de joueurs. Ben oui, parce que normalement, un joueur, quand il perd tous ses personnages, eh ben il repioche une nouvelle carte personnage, en ayant défaussé toutes ses cartes, tout machin, on s'en débarrasse, et puis bah, il recontinue en fait de jouer avec ses copains. Sauf que là, non. Si il perd ses personnages, eh ben il va aller bouffer son chien, et puis le temps qu'il le bouffe, ils auront le temps de finir leur partie, et du coup, ben voilà, parce qu'il pourra plus revenir. Fini. Voilà. Ciao, bye. Passif comme mec, toi. Non. Donc on a bien conscience avec Fox que bon, il y a beaucoup de règles, beaucoup d'éléments, il y a plein de choses, ça peut paraître long, lent, lourd et sans doute chiant. Et en fait, non, le jeu se prend vraiment très bien en main. En plus, en cas de doute, bah, tout est toujours expliqué sur le plateau, les cartes, le plateau joueur, vous avez juste à lire et à appliquer. Donc de ce côté-là, aucun problème, c'est très clair. En plus, il a une excellente rejouabilité, que ce soit les différents modes, les différents scénarios, il y a plus de 30 personnages. Donc vous avez vraiment de quoi faire, il y a à boire, à manger, il fait la vaisselle, la cuisine, il amène même vos gosses à l'école, et ça c'est vraiment sympa de sa part. On vous rappelle également qu'il y a une bande son sur YouTube, afin de mettre un petit peu d'ambiance à vos parties. Si vous tente du coup ce jeu, on vous invite vraiment à essayer de le trouver. Généralement, bon, on tente quand même dans cette émission de présenter des jeux assez récents, comme ça, bah, ils sont quand même facilement trouvables. Et ça, c'est bien pour vous s'ils vous intéressent. Mais bon, alors déjà, c'est notre émission, donc on place nos chouchous si on a envie, et de manière globale, on fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? Yes. Pour le reste, vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, c'est par ici. Si vous voulez voir le narratif, c'est ici. Et si vous voulez voir plus de jeux, c'est là. C'était Fox et Fennec. Nous, on va aller se réchauffer parce que ça caille l'hiver en t-shirt, n'est-ce pas? Ouais. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout pour un nouveau jeu. Ciao, ciao.